Marc Papon, donc, je suis psychologue clinicien, j'ai une formation aussi de psychanalyste. Alors, mon parcours, j'ai eu la chance de travailler pendant une vingtaine d'années dans 2 équipes de soins palliatifs, une équipe intra-hospitalière, donc qui agissait à l'intérieur de l'hôpital, c'était à Chartres, et ensuite, au bout de 6-7 ans passés dans cette équipe, on m'a proposé, j'avais donc un mi-temps dans cette équipe mobile, on m'a proposé donc de prendre un autre mi-temps dans ce qu'on appelle une EADSP, une équipe d'appui départementale en soins palliatifs, c'était en Eure-et-Loire. Nous étions basés à La Loupe et nous allions au domicile des patients. Et ça a été une expérience extrêmement passionnante, parce que c'était naturellement très différent du contexte hospitalier. Nous allions notamment dans les maisons de retraite. Et c'est là où j'ai appris à modifier mes représentations sur les maisons de retraite, qui étaient pour moi au départ des mouroirs. Et j'ai travaillé avec une infirmière qui était formidable et qui me disait « Mais tu verras, Marc, dans les maisons de retraite, il ne se passe pas ce que l'on imagine qu'il se passe. » Et j'ai appris qu'elle avait raison. Donc, on a fait beaucoup de formations dans les maisons de retraite, mais j'ai aussi appris que finalement, souvent, c'était nous qui apprenions des maisons de retraite. Alors, il y a 7 ans, j'ai voulu quitter les soins palliatifs et l'Institut Curie m'a proposé, alors je dis ça sous forme de blague, mais en fait, je dis que c'est moi qui ai le job le plus intéressant de l'Institut Curie, parce qu'en fait, je suis le psychologue pour le personnel de l'Institut Curie. Donc, je ne vois pas de patients, je ne vois pas de famille, et je suis là uniquement pour le personnel. J'ai négocié quand je suis arrivé, parce que la DRH de l'époque me disait, bon, on cherche un psychologue du travail. J'ai dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, psychologue du travail. J'ai une formation d'analyse, j'ai travaillé 20 ans en soins palliatifs, j'admire les soignants qui sont en première ligne, le psychologue du travail. Si vous attendez de moi que je reçoive des gens uniquement pour me parler du travail, d'abord, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas fait de CNAM, je ne suis pas psychologue du travail, et d'autre part, ça ne va pas m'intéresser. Donc, ce que j'ai négocié, c'était psychologue pour le personnel. J'ai un peu ramé pour négocier ça, mais j'ai réussi à les convaincre, parce que le pour moi, c'est psychologue disponible pour le personnel. Et je pense que dans la vie, même si le travail est une part de notre identité, il n'y a pas une paroi étanche entre nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Je pense que la vie professionnelle inspire et nourrit notre vie personnelle et réciproquement. Donc, ce qui m'intéressait, c'était simplement afficher cette disponibilité. Bien sûr que les gens viennent me voir pour parler du travail, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils me parlent beaucoup de l'impact que le travail a sur leur vie en général. Et ça m'intéresse. Voilà, donc ça fait 7 ans que je suis à cette place-là. C'est très passionnant. Cet après-midi-là, alors, je ne suis pas maître du temps, comme je suis... Oh, je vous dirais bon, voilà. Parce qu'on pourrait en parler, on pourrait rester toute la nuit. Bon, il y a des choses très passionnantes à dire. D'abord, là, on est dans le contexte du cancer. Donc, c'est très particulier parce que quand j'étais jeune psychologue, j'avais travaillé au service de cancéro à Moyana, à Saint-Antoine, et il y avait plein de cancers que l'on ne soignait pas, ou en tous les cas, quand on les soignait, on ne sauvait pas les gens. Et là, je me retrouve à Curie 30 ans après, et je m'aperçois qu'en cancérologie, c'est un des champs de la médecine qui a fait le plus de progrès, et il y a des tas de pathologies cancéreuses que l'on ne guérissait pas il y a 30 ans et que l'on guérit maintenant, ou quand on ne les guérit pas, les espérances de vie, et vous allez voir que c'est très important pour le sujet qu'on aborde cet après-midi, les espérances de vie sont beaucoup plus grandes. Donc des patientes, je pense à certains, enfin là je dis des patienteux, parce que j'avais accompagné beaucoup de ces patientes-là il y a 30 ans, qui avaient une espérance de vie relativement courte, et bien maintenant, par exemple, sur des cancers du sein, y compris métastasés, ont des espérances de vie considérablement plus longues. Alors, ça a une incidence très forte, bien sûr, sur le vécu des soignants. Alors, on est bien sûr dans le cadre du cancer. Le cancer, c'est toujours une maladie grave. Bon, même si on a fait beaucoup de progrès parce qu'on innove en permanence. Et Curie, je pense que vous le savez, en tous les cas se tarde, mais c'est pas seulement un affichage, c'est une réalité. Curie, c'est un hôpital de 2400 personnes avec 3 sites. Le site de la maison mère Marie Curie, derrière le Panthéon rue d'Ulm, l'autre site, René Huguenin, avec lequel on a fusionné à Saint-Cloud, et un autre site sur le plateau de Saclay, à Orsay, où on soigne notamment les tumeurs intracrâniennes et les tumeurs de l'œil, où il y a une centaine de personnes. Bon, mais Curie, c'est aussi un centre de recherche.
1200 personnes, 80 nationalités différentes, et donc c'est ce qui fait que Curie veut toujours être à la pointe de l'innovation. Et je pense qu'on est à la pointe, on peut dire, que, sans être trop prétentieux, hein, on n'est pas là pour rouler des mécaniques, qu'on cherche toujours à rester à la pointe. Donc, le cancer, c'est toujours très compliqué. Et le thème de cet après-midi qui est... Alors moi, accompagner le décès, ça me gêne un peu ce titre, parce qu'on n'accompagne pas le décès, on accompagne la fin de vie d'un être. Donc, et on n'accompagne pas la mort, on accompagne la fin de vie d'une personne. Après, bien sûr, après le décès, on peut accompagner les personnes quand elles sont en deuil, y compris les soignants. Donc, je reviens à mon thème qui est celui des soignants. Bien sûr, une réalité toujours complexe, même si les soignants sont... J'ai toujours l'habitude de dire qu'à Curie, quand je suis arrivé il y a 7 ans, j'étais très impressionné par le niveau d'exigence des soignants. Et en fait, j'ai fini par les appeler, je leur disais, en fait, vous voulez être les champions de la lutte contre le cancer. En fait, c'est un peu ça. Ils s'imaginent toujours qu'ils vont pouvoir sauver les gens. Donc, ils sont portés par cet idéal. Et alors, c'est un aspect très positif, parce que quand on est porté par un idéal, on a envie de tendre vers cet idéal, on est porté, on est motivé par ça, et c'est extrêmement gratifiant. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on ne sauve pas tout le monde, et que donc la réalité extrêmement difficile, et c'est de ça dont je vais vous parler tout de suite, c'est que dans l'accompagnement des patients en fin de vie, eh bien, il faut renoncer à cet idéal. Et c'est quelque chose pour les soignants. Alors ça, c'est une réalité que je rencontre au quotidien. Puis si ce n'est pas au quotidien, c'est 2-3 fois par semaine. C'est une réalité qui, du coup, se révèle extrêmement violente. Alors, comme à Curie, les patients sont des patients que l'on connaît au très long cours, il y a aussi, alors je rejoins ce que vous disiez, je me reconnais naturellement dans tout ce que vous avez énoncé, qui est très, très juste. Il y a un investissement affectif, émotionnel avec les patients. Il y a des relations qui se tissent au fil du temps. Il y a par exemple, c'était il y a 2-3 semaines, comme ça, je faisais un groupe de parole suite à 2 décès dans un service, et il y avait une dame donc, qui connaissait depuis 14 ans, et il y avait un monsieur qui connaissait depuis 21 ans. Bon, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Je me suis dit, tiens, ils vont finir par craquer. Ils ont fini par craquer. Enfin, il y avait la moitié du groupe, ils étaient en pleurs. Et ils ont parlé de ça, en fait. Ils ont parlé plus de l'attachement qu'ils avaient avec le patient et de ce travail de deuil qu'ils devaient faire que de finalement la réalité de la maladie du patient. Donc, c'était comment on se sépare, comment on... est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on a été à ce niveau d'exigence qui est toujours extrêmement présent? Alors c'est vrai que cet idéal, en même temps, il est très porteur parce que il est composé de plein de choses. D'abord, il y a un idéal de soins proprement thérapeutiques. C'est-à-dire que ce que je rencontre comme réalité, aussi bien, alors je rejoins votre définition des soignants, hein, moi je mets soignants, médecins, aides-soignantes, c'est très global pour moi la définition du soignant. Cet idéal en termes thérapeutiques, c'est que il faut toujours qu'on soit sûr de faire le mieux de ce que l'on peut faire pour le malade. C'est-à-dire, ça sera la meilleure chimio, ça sera le traitement le plus adapté, ça sera les délais. Les délais, ça c'est l'obsession de Curie, les délais. C'est-à-dire que et c'est bien sûr très important. Quand je dis ça, c'est pas une critique. Hein. On court après le temps. D'ailleurs, le slogan de Curie, je ne sais pas si vous avez vu les affiches dans le métro, c'est prenons le cancer de vitesse. Donc, dans le cancer, ce qui est très important, c'est de prendre la maladie très vite, de prendre en charge la maladie très vite, de proposer des traitements très vite. Et quand c'est malheureusement, quand ça coince, parce que par exemple en radiothérapie, il y a une file d'attente énorme et qu'il faut pouvoir prendre quelqu'un très très rapidement et qu'il y a déjà un planning très plein, ou par exemple en chirurgie, il faut qu'une personne passe au bloc la semaine prochaine et que déjà le planning est plein, ça crée un stress, ça crée une tension et parfois ça crée une souffrance quand ces délais ne peuvent pas être respectés tels qu'on se les représente dans l'idéal. Donc il y a déjà, vous voyez, cet écart entre idéal et réalité qui est très compliqué. Alors, je parle des thérapeutiques, je parle aussi de la relation de soins. Ça, c'est pas propre à Curie, partout où je suis passé. C'est ça que moi j'aime bien beaucoup les soignants. Finalement, je trouve que les soignants sont des gens qui font un travail
extrêmement... Pardon? Hein. Oui, 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 et puis d'une telle complexité, mais toujours avec cette exigence de... Il faut toujours qu'on soit... il faut pas seulement qu'on soit bon en termes de thérapeutique, il faut qu'on soit bon en termes relationnels. Il faut qu'on soit bon en termes de... des fois, je les chambre, hein. Je leur dis, mais en fait, vous êtes excellent psychologue. Non, non, nous, on n'est pas psychologue. Et je le dis, et je le pense. Et je dis, bah si, là, la manière dont vous accompagnez les gens, vous faites de la psychologie, et ce que vous le faites, bah, moi, je valide. Je pense que personne d'autre pourrait faire mieux. Donc, il y a cette exigence thérapeutique, cette exigence relationnelle, cette exigence émotionnelle, cette exigence sociale, parce que, et là aussi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure dans votre exposé, par exemple, là, il y avait un groupe de parole récent, mais j'entends ça régulièrement. Dans les groupes de parole, souvent, on me dit, mais vous savez, ce n'est pas le patient qui nous pose le plus de problèmes en termes relationnels, c'est la famille. Et donc, la famille, c'est toujours d'une extraordinaire complexité. Pourquoi? Ça, on peut le comprendre. Hein. Les familles arrivent avec des mécanismes de défense gros comme l'immeuble. Donc, on est du côté de la banalisation. On est très souvent du côté du déni. La semaine dernière, il y a eu un décès dans le service, enfin, c'était assez tragique. Enfin, la mort d'un aide, c'est toujours tragique, bien sûr, un drame et une tragédie dans une famille. Mais là, c'est l'histoire d'une dame qui meurt, qui est malade depuis très très longtemps et qui n'a pas dit à sa fille qu'elle avait un cancer. Alors, ça peut paraître incroyable, hein, mais la fille, en fait, une semaine avant le décès de sa mère, elle a dit, mais à Curie, à part le cancer, qu'est-ce qu'on soigne d'autre? Donc, on dit, vous ne voulez pas mentir, on dit, ben, si, on soigne le cancer. Mais ça veut dire que ma mère, elle a un cancer? Donc, oui, votre maman, elle a un cancer. Ah, mais moi, je ne savais pas, elle m'avait dit qu'elle avait une maladie grave, mais elle n'a jamais prononcé le cancer. Bon, bref, en tous les cas, pour dire qu'en une semaine, cette fille, elle a dû, réaliser que sa mère avait un cancer, 2, que sa mère était en phase terminale, qu'on était donc en échappement thérapeutique, et 3, qu'il fallait qu'elle se prépare au décès de sa mère. Et quand la mère est décédée, ben, l'équipe était effondrée, parce que cette fille était effondrée et complètement démunie. Voilà. Et donc, restant dans le service en disant, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, donc, c'est des réalités, bien sûr, qui sont extrêmement violentes pour les équipes. Donc, je reviens à ce que je disais sur cet écart, parce que moi, je pense que c'est à l'origine de beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances. C'est-à-dire que ces soignants, alors ils ont été formés, ils ont été aussi formatés à ça. Hein. En France, il faut aussi, je trouve qu'on ne dit pas assez ça, parce que moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et je trouve qu'on ne dit pas assez qu'en France, le niveau de formation des soignants est un niveau extrêmement élevé et extrêmement exigeant, et qu'il faut l'avoir en tête, ça. Et que ce n'est pas partout comme ça. Et que donc on forme des soignants qui arrivent avec cette exigence et qui veulent non pas soigner les gens, mais qui veulent les sauver. Donc ils sont animés par un imaginaire, et je vais employer un mot un peu fort, mais aussi par un fantasme, hein, qui est que leur fonction doit être de soigner les gens, mais de les sauver. Et donc quand ils ne sauvent pas les gens, eh bien, ils sont en très très grande difficulté, ce qui fait qu'un jour je me suis retrouvé, j'avais fait un stage à Claude Gagnin, aussi Cassis au Sénat, et je me suis retrouvé dans un service de réanimation face à un chirurgien qui voulait sauver la terre entière, qui était un médecin formidable, formidable. Et puis un jour, il a voulu me mettre dehors parce que j'avais voulu faire un groupe de parole sur une situation complexe qui s'était très mal passé, un décès. Et quand on s'est expliqué dans son bureau, il m'a hurlé dessus en me disant « Mais tu ne comprends pas que quand je ne sauve pas un patient, je le tue. » Texto. Donc là, j'ai compris ce que c'était que l'idéal du soin. Donc je le répète, quelqu'un d'extrêmement compétent, mais quelqu'un qui s'était donné cette mission. Et je retrouve ça à Curie. Alors ils ne vont pas le dire comme ça, hein. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais leur objectif, quand ils reçoivent des nouveaux patients, je vois bien que la pression qu'ils se mettent, c'est on va prendre en charge ces patients, mais c'est pour les sauver. C'est pour ça que je dis, vous êtes les champions de la lutte contre le cancer. Très bien, mais est-ce qu'on peut sauver tout le monde? Non. Donc, tout ça pour dire que c'est 5-6 minutes. Bon, c'est bien de me cadrer. Tout ça pour dire qu'il y a cette réalité violente et cette violence, finalement, qui n'est pas elle-même reconnue en tant que telle par les soignants. Donc là, j'arrive peut-être au deuxième mouvement de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là où
si on analyse quels sont les besoins des soignants, moi, en tant que psy, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, c'est parce que la culture du soignant, c'est une culture du faire. C'est pas une culture du dire, c'est pas une culture de la parole. Le soignant n'est pas naturellement légitime à se plaindre. Donc il encaisse. Et pour lui, je fais à peine une caricature. Hein. Je fais à peine une caricature. Ce sont des réalités que je rencontre. Alors après, je ne veux pas globaliser, parce que quand on globalise, on tombe dans des schémas où finalement on met tout le monde dans le même sac, et bien sûr qu'il y a des nuances. Mais si on prend quand même la réalité que je rencontre au quotidien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette pression que l'on se met et à laquelle, qu'on légitime presque. C'est normal d'être sous pression, c'est normal de vivre des choses difficiles, ça fait partie du métier, je l'entends ça fait partie du boulot, ça fait partie du métier, on est payé pour ça. Et donc moi, ce que je pense en tant que psy, mais là, je vous rejoins, puis certainement beaucoup de gens dans la salle, c'est que naturellement, il faut créer des espaces du dire. Faut créer, c'est de ça dont ils ont besoin. Il faut créer, quand on parle par exemple de trouver la juste distance, j'avais un collègue d'ailleurs qui disait non, la juste distance, ce n'est pas un concept qui m'intéresse, il disait il faut trouver la bonne proximité. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et donc pour travailler sur soi, l'expérience de la cancérologie, l'expérience de l'accompagnement d'une personne en fin de vie transforme l'être. Mais il faut que cette transformation, les gens puissent en dire quelque chose. Il faut qu'ils puissent conscientiser finalement aussi ce que ça leur apporte de positif. Ce n'est pas que sur le versant négatif, ce n'est pas que sur le versant de la souffrance. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, mais ça c'est aussi quelque chose dont il parle peu. Alors pour revenir à la question du dire, finalement, on peut dire que l'hôpital, en général, je prends l'exemple de Curie, il y a une sorte c'est un lieu finalement, c'est un espace, c'est un lieu tabou, où tout ce qui tourne autour de la souffrance humaine rencontrée à travers la maladie du patient ou la fin de vie du patient, mais tout ce qui tourne aussi autour de ma souffrance à moi en tant que soignant ne peut pas se dire. On peut à la limite parler des patients et de ce qu'ils vivent et reconnaître qu'eux, ils souffrent, mais dès qu'il s'agit de dire à des médecins, par exemple, les médecins sont souvent... Alors, ça évolue parce qu'il y a aussi une question générationnelle. Je trouve par exemple que les nouveaux internes sont beaucoup plus ouverts à la remise en question, à l'interrogation, à l'introspection, à l'insight. Ils ont plus accès à une scène intérieure, alors que finalement, beaucoup de gens qui ont été formés aussi à la dure. Il y a des gens qui ont mon âge, autour de 60 ans, et qui me disent « Ben non, moi, tu me dis qu'il faut que je parle, mais attends, j'ai jamais parlé de ma vie. » Et pourquoi tu n'as jamais parlé de ta vie? Parce qu'on ne m'a jamais autorisé. J'ai travaillé avec des chefs de service qui disaient tu fermes ta gueule ou tu fais un autre métier. C'est aussi des réalités que l'on rencontre. Donc, plus on va offrir, et donc ça fonctionne, plus on offre des espaces de parole, d'ailleurs ça apparaît dans l'étude que vous faites, plus on offre des espaces de parole, alors que ce soit des groupes de parole, des groupes d'analyse de pratique, des supervisions, mais naturellement les gens adhèrent à ça, et ça transforme quand même, ça ne transforme pas la réalité du travail, ça transforme le lien qu'on a avec son propre travail. On peut voir le travail différemment. Et pourquoi on peut voir le travail différemment? Parce que quand on travaille en collectif, les gens partagent, s'aperçoivent que les difficultés du collègue, ah tiens, lui aussi il a été en difficulté, mais moi je n'avais pas osé dire, mais en fait j'ai rencontré les mêmes difficultés. Donc là, il y a un effet miroir qui se joue qui est très très important. Et puis, il y a aussi l'élaboration collective, c'est-à-dire que les gens peuvent réfléchir ensemble et se dire qu'effectivement, c'est pas mince le travail que l'on fait quand on accompagne. Là, j'ai fait un groupe d'analyse de pratique pour une jeune patiente de 32 ans qui a 2 petits-enfants. Bon, soi-disant que l'équipe n'avait pas de temps pour moi. On dit non, on veut bien, parce que c'est le cadre qui m'avait appelé, non, on aura 30 minutes. En fait, ça a duré 1h30. Et pendant 1h30, je vous assure, moi, j'ai rien dit. J'ai juste été le catalyseur de la parole et ils n'ont parlé que de ça, en fait. Ils ont parlé du travail tel qu'il se déroulait, de la difficulté que ça représentait et de la difficulté que ça leur faisait d'accompagner cette jeune femme qui va mourir.
Elle n'est pas morte, mais elle va mourir, et tout le monde dans l'équipe l'a compris, et il faut assumer ça. Alors, je vais peut-être conclure là-dessus, puis laisser place à des questions. Non, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que pour moi, en tous les cas, j'ai toujours considéré qu'il y avait un paradoxe sur la question de la souffrance des soignants. C'est-à-dire que ce que je constate, quand je fais des groupes de parole, alors les gens me disent tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait souffrance, tout ce qui fait difficulté, toutes les conséquences que ça a sur leur santé physique, leur santé psychique, leur santé émotionnelle, leur santé globale, tout le déséquilibre que ça peut créer dans leur vie. Et en même temps, je fais exprès de les titiller un peu. Souvent, à la fin de mon ouvrage, je dis, mais vous êtes avec toutes ces difficultés, là, toute cette dureté, tous ces décès à répétition, mais vous n'en avez pas marre de ce travail, mais vous n'avez jamais pensé à faire autre chose. Et là, surprise, je vous le donne en mille, les gens me disent, ah ben non, moi je ne pourrais pas faire un autre travail. Alors là, je les pousse là, pour un psy, c'est vraiment intéressant. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas. Vous dites que vous faites un travail extrêmement difficile, complexe, il n'y a pas plus difficile, vous êtes au cœur de la souffrance humaine et vous me dites que vous ne feriez pas notre travail. Et c'est là, moi, quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je l'ai retrouvé dans les soins palliatifs, ça. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec des gens non seulement qui m'ont formé à les soins palliatifs, mais des gens qui étaient enthousiastes par rapport aux soins palliatifs, des gens qui avaient plaisir. Là, je rejoins Christophe Dejour, qui est un des grands théoriciens de la relation au travail, et qui dit cette chose, qui dit que finalement, soit le travail est une source d'accomplissement de soi et une source de réalisation de soi, soit le travail devient une source d'aliénation de soi. Et donc, ce que j'ai compris en fait en travaillant en soins palliatifs, c'est que pour beaucoup de gens, même si ce travail est complexe, parce qu'il a du sens, parce que les gens veulent, parce que cette complexité les intéresse, et parce qu'ils ont les compétences pour gérer cette complexité. J'arrête pas de leur dire ça. Je leur dis, mais vous n'êtes pas des gens comme les autres. Il y en a qui me disent, oui, vous nous considérez comme des monstres. Je dis, mais pas du tout. Mais pas du tout, vous n'êtes pas des monstres. Mais vous avez une histoire de vie qui fait que vous êtes aptes, vous avez des capacités que d'autres... Ça ne veut pas dire que les autres ont moins de capacités, ils ont d'autres capacités ailleurs. Mais vous avez cette capacité si particulière, finalement, de pouvoir accompagner ces gens qui sont dans cette extrême souffrance, soit les patients, soit les familles. Et cette capacité-là, tout le monde ne l'a pas. Et je trouve que dans les espaces de parole, prendre conscience et les faire prendre conscience de ce qu'ils ont aussi tissé, construit, tricoté en termes de compétences, pas simplement les compétences techniques, mais aussi les compétences humaines, eh bien, je trouve que c'est très, très important et c'est aussi ça qui leur permet de prendre du recul. Et c'est aussi ça, je pense, qui explique que finalement, il y a ce paradoxe. Vous penserez à moi quand vous ferez votre petit sondage là où vous êtes, mais je suis sûr que vous allez retrouver cette réalité. Parce qu'en soins palliatifs, je faisais par exemple des stages dans les USP. Donc moi, j'étais dans les équipes mobiles, mais dans les USP, vous allez travailler en USP. Dans les USP, il y a des décès tout le temps. Et donc, je posais cette question. Et les gens me faisaient cette réponse. Mais on ne veut pas être ailleurs. Ça nous intéresse. Ça a du sens. Ça a du sens. On veut être là. Alors, il y avait une dame, une fois, qui m'avait dit, c'était une dame qui était mourante, elle est morte 2 jours après que je l'ai vue, et c'était à Saint-Antoine, elle m'avait dit cette chose assez étonnante, j'étais stagiaire psychologue, et elle m'avait dit, mais en fait, vous, les soignants, là, vous faites un travail, vous avez de la chance, en fait. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Elle m'a dit, parce qu'en fait, vous êtes ceux qui n'abandonnent jamais les autres. Et ça m'avait beaucoup touché. Parce qu'il y a quelque chose de ça aussi dans le travail du soignant. Les soignants sont des gens qui, je pense, ont à cœur de ne pas abandonner les malades et les familles. Et alors juste pour conclure, j'avais fait de la formation avec un médecin qui s'appelle Claude Grange, qui est à la retraite maintenant, mais qui était une figure de soins palliatifs. C'est lui qui avait dirigé un moment l'USP de Houdan. Et qui disait, mais le premier besoin du patient qui est en fin de vie, c'est de sentir qu'il n'est pas abandonné. Donc, ces 2 phrases ont résonné pour moi de façon très forte. Voilà. Merci beaucoup.